Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, le service de diabétologie du centre hospitalier de Perpignan vous propose depuis maintenant plus de 3 mois des Facebook Live pour répondre à vos questions sur le diabète. Dans le contexte sanitaire actuel, nous serons obligés de suspendre ces e-live hebdomadaires jusqu'à nouvel ordre pour nous consacrer évidemment aux activités d'urgence. Mais au vu du nombre important d'appels que nous avons reçus depuis hier dans le service de la part de patients diabétiques parfois affolés, il nous a semblé important de vous proposer une e-live un peu exceptionnelle, puisque c'est un jour et une horaire inhabituelle, pour faire un état des lieux sur diabète et coronavirus. Alors, avant de répondre à vos questions, quelques mots pour vous rappeler que le Covid-19 est une maladie virale très contagieuse, puisque lorsqu'un patient est infecté, il peut le transmettre à 2 ou 3 personnes contre une pour la grippe, ce qui explique donc cette progression exponentielle de la maladie. Donc en France, selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France, on en est à environ 6600 cas, dont 148 décès, avec des régions particulièrement touchées comme l'Île-de-France, le Grand Est ou l'Auvergne-Rhône-Alpes. En Occitanie, on dénombre 262 cas et 11 cas dans les Pyrénées orientales. Alors, concernant les patients diabétiques, il y a, je vais quand même vous le dire, très peu de choses actuellement dans la littérature pour étoffer les recommandations donc pour les patients diabétiques. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a aucune preuve que le Covid-19 touche plus les patients diabétiques que la population générale. Mais il est vrai que les formes graves vont toucher plus souvent les diabétiques, mais pas tous les diabétiques, uniquement dans 3 situations. Lorsque le diabète est déséquilibré, d'où l'importance actuellement de travailler au meilleur équilibre possible de votre diabète. Donc ça veut dire renforcement du suivi, donc des contrôles de glycémie, voire d'acétone si nécessaire, de s'assurer qu'on a bien les quantités nécessaires pour au moins 15 jours d'insuline, de comprimés si on n'est pas sous insuline, des moyens d'injection, notamment si on est sous pompe, de se rapprocher, pas physiquement bien sûr, mais de se rapprocher par téléphone du prestataire. Donc ça, c'est des choses particulièrement importantes. Et puis, il ne faut pas hésiter, en cas de problème particulier, de se rapprocher donc de son diabétologue, voire du service d'endocrinologie. On a mis en place, nous, un numéro dédié. Donc vous pouvez appeler si vous avez des questions concernant notamment l'équilibre de votre diabète au 04 68 61 67 26. Donc à ce numéro, une infirmière vous répondra et si nécessaire, elle fera appel à un médecin pour vous permettre d'avoir les meilleurs conseils possibles. Donc ça, c'est très important de bien équilibrer son diabète. Également, donc, les deuxièmes cas de diabétiques qui font partie de la population fragile, donc qui peuvent développer des formes plus graves, ce sont les diabétiques présentant des complications de leur diabète ou
associée à des comorbidités importantes. Comorbidité, c'est-à-dire insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale. Dans ces cas-là, effectivement, il est particulièrement important de renforcer toutes les mesures et de respecter scrupuleusement les conseils, donc les gestes barrières, mais aussi le confinement pour limiter au maximum le risque de contact avec des personnes qui seraient éventuellement porteuses saines. Et enfin, la troisième situation qui expose le diabétique à des formes rares, c'est lorsque le patient diabétique est âgé. Donc lorsqu'il a 70 ans ou plus, là aussi, le risque de formes graves est plus important. Chose que j'ai pas dite, et des questions qui ont été posées hier au téléphone, c'est est-ce que ça touche plus le diabétique de type 1 ou le diabétique de type 2 ? On n'a aucune preuve que ça touche plus les diabétiques de type 2, donc ça peut toucher aussi bien les diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2, et les formes graves peuvent toucher également à la fois les diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2, mais pas n'importe quel diabétique de type 1, pas n'importe quel diabétique de type 2, des diabétiques de type 1 ou des diabétiques de type 2, soit dont le diabète est déséquilibré, soit présentant des comorbidités, ou des patients donc plus âgés. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions ? Voilà, donc là, la question de Brigitte qui me demande donc si les diabétiques sont plus touchés par le Covid-19. J'ai répondu à cette question en disant que les diabétiques n'étaient pas plus touchés par le Covid-19, mais qu'ils étaient plus touchés dans certaines situations par des formes graves. Alors, Leda me dit que c'est important, selon elle, de parler aujourd'hui du coronavirus, car le coronavirus est source de stress chez les patients diabétiques. Alors, Leda a raison, il est très important, je vous l'ai dit, de bien équilibrer votre diabète, de tout mettre en œuvre pour que le diabète soit le mieux équilibré possible. D'une part, pour que vous soyez moins sensible au risque de développer la maladie, puisque je vous rappelle que lorsque votre diabète est déséquilibré, vos défenses immunitaires sont diminuées, et donc par ce biais-là, vous pouvez vous risquez d'être infecté plus facilement. Et d'autre part, le déséquilibre du diabète va rendre effectivement en plus l'infection plus importante et risque de décompenser un certain nombre de comorbidités chez le patient diabétique. Donc le stress, c'est évidemment un facteur qui peut entraîner un déséquilibre du diabète par le biais d'une fabrication d'hormones hyperglycémiantes. Et donc il est évident que les personnes qui seront stressées risquent effectivement par ce biais-là d'avoir un diabète plus difficile à équilibrer. Donc essayez de garder votre calme. Et c'est, je vous dis, une des raisons pour lesquelles on met tout en place, nous, dans le service d'endocrinologie, pour essayer d'être le plus disponible vis-à-vis de vous. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que concernant la conduite qu'on a décidé de tenir dans le service d'endocrinologie, pour éviter le risque quand même de transmission, on a demandé aux patients de ne pas venir en consultation, mais on a remplacé les consultations, en tout cas les consultations non urgentes, par des consultations téléphoniques. Donc, sachez que tout patient qui a rendez-vous chez nous, sa consultation est transformée, s'il le désire, en consultation téléphonique en attendant que puissent se mettre en œuvre les téléconsultations. Et le centre hospitalier de Perpignan y travaille. Voilà, donc on a mis aussi en place, comme je vous l'ai dit, ce numéro d'appel. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez du stress, si vous avez des interrogations qui créent un stress important, de nous appeler pour qu'on puisse au maximum vous renseigner et vous rassurer et éviter effectivement d'avoir des risques de décompensation du diabète liés au stress. Virginie me dit « Bonjour, je suis diabétique, pas stable ». Elle dit qu'elle a également une hypothyroïdie, une hypertension, qu'elle travaille dans le transport. Alors, là, Virginie, je crois qu'il est important
que vous vous rapprochiez de votre employeur, puisqu'en fait, cette dame me dit qu'elle travaille dans le transport et qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir s'arrêter. Alors, si vous êtes diabétique, en tout cas diabétique insuliné, et que votre diabète n'est pas stable, vous pouvez tout à fait vous rapprocher de votre employeur pour qu'il dépose sur le site donc Amélie un arrêt de travail. Nous, on en a encore discuté dans le service hier, hein, tous les patients diabétiques à risque doivent éviter au maximum les contacts, et donc il est particulièrement indiqué chez ces patients de les mettre en arrêt de travail pour respecter le confinement. Alors, quelqu'un me dit, si jamais on est touché par le Covid, est-ce que l'on peut survivre? Alors là, heureusement, oui, hein, c'est Iken qui me pose cette question. Je vous ai dit que le Covid-19 est une maladie, dans l'immense majorité des cas, qui est bénigne. Donc, dans 80% des cas, elle est bénigne. C'est-à-dire que vous allez avoir, soit vous allez avoir carrément aucun symptôme, c'est une forme totalement asymptomatique, soit vous allez avoir des petits symptômes comme un peu de fièvre ou un peu de toux, quelques éternuements, le nez qui coule, mais rien de plus. Donc ça, c'est 80% des cas. Donc les formes graves, je vous l'ai dit, représentent environ 15 à 20% des cas, et on a simplement 5% des patients qui nécessitent la réanimation. Et parmi les patients qui vont en réanimation, là, effectivement, le taux de mortalité est plus important, puisqu'on a à peu près une personne sur deux en réanimation qui, malheureusement, décède. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'importance chez un patient diabétique, elle est double. Un, se protéger, effectivement, du risque d'attraper le Covid. Et même si, malheureusement, vous l'attrapez, l'important, c'est de bien équilibrer votre diabète, parce qu'il est évident, il est clairement établi que si votre diabète est bien équilibré, le risque de faire une forme plus grave est beaucoup plus faible que si votre diabète est déséquilibré. Alors, Marion me demande s'il peut y avoir des conséquences importantes des conséquences importantes sur l'équilibre glycémique en cas d'infection par le Covid-19. Alors, vous savez que le diabète, c'est un peu le baromètre du corps. Hein, lorsque quelque chose survient au niveau du corps, donc lorsque vous avez une infection, même bénigne, eh bien, cela peut effectivement retentir sur votre équilibre glycémique. Donc oui, le Covid-19 peut entraîner un déséquilibre du diabète, d'où l'importance de renforcer la surveillance, donc plus de surveillance glycémique, plus de surveillance d'acétone si vous êtes diabétique de type 1 et que votre taux de glycémie est élevé. Donc ça, c'est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir les stocks suffisants, au moins pour 15 jours, pour vous permettre de suivre au mieux votre diabète. Alors, il faut savoir également que si vous avez de la fièvre et que vous prenez du paracétamol, certaines mesures continues de glucose, donc certains capteurs de glucose, peuvent avoir des valeurs faussées par la prise de paracétamol, sauf le freestyle libre. Alors, le freestyle libre, lui, il est faussé par la prise de... Enfin, les résultats peuvent être faussés par la prise de vitamine C. Et comme il a été conseillé pour maintenir son immunité de prendre des fortes doses de vitamine C, effectivement, dans certains cas, les capteurs de glycémie peuvent être défaillants. Et dans ces cas-là, il est important, au moindre doute, de contrôler avec des glycémies capillaires. Alors, quelqu'un me demande de répéter le numéro de téléphone qu'on a mis en place pour répondre aux questions des patients, notamment diabétiques. Donc, c'est le 04 68 61 67 26. Sébastien Vindrich, Sébastien me demande si à 8%, on doit considérer que le diabète de type 1 est déséquilibré. Alors, on est un peu entre deux à 8%. Hein. Il est évident que ce qu'on appelle un diabète franchement déséquilibré, c'est une hémoglobine glyquée au-dessus de 9 ou 10%. Maintenant, à 8%, l'équilibre pourrait encore être amélioré. Donc, je dirais à Sébastien de s'atteler
dans les jours qui viennent à équilibrer, essayer d'équilibrer au mieux son diabète, donc de ne pas hésiter à se mettre en contact avec son diabétologue pour éventuellement actualiser les protocoles d'adaptation d'insuline, les protocoles s'il est sous pompe à insuline, pour essayer de ramener l'hémoglobine glyquée à 7% ou 6,5%, qui est l'objectif souhaité en général chez un diabétique. David me dit il faut rester chez soi. Alors ça, c'est très important. Hein. Je crois que vous l'avez entendu hier dans les mots du président de la République. Il est important de rester au maximum chez soi. C'est le meilleur moyen de prévention pour lutter donc contre la maladie, pour soi et pour les autres, hein, évidemment. En particulier, je dirais, dans les Pyrénées-Orientales, où on est juste en début de phase 3, puisque vous savez qu'on a simplement 11 cas qui ont été objectivés dans les Pyrénées-Orientales. Donc il est peut-être plus important encore dans les Pyrénées-Orientales, l'enjeu est encore plus important de pouvoir limiter le nombre de cas en respectant les gestes barrières, bien entendu, et les mesures de confinement. Ensuite, quelqu'un me dit qu'elle stresse beaucoup et qu'elle fait plus de contrôle. Alors, voilà, donc il est important de faire plus de contrôle pour, je vous l'ai dit, avoir un équilibre glycémique optimal, mais cela ne doit pas générer du stress. Si vous voyez que votre diabète se déséquilibre, le mieux, je vous l'ai dit, est de vous rapprocher soit de votre médecin traitant, soit si vous avez un diabétologue, de votre diabétologue ou du centre hospitalier de Perpignan, sur le numéro que je vous ai indiqué. Donc n'hésitez pas vraiment à nous poser des questions. Nous sommes là pour l'instant, nous sommes encore dans les services, hein, puisque dans le service d'endocrinologie, nous avons procédé à une déprogrammation des consultations non strictement indispensables et des hospitalisations non strictement indispensables, mais nous hospitalisons encore justement certains patients lorsque, malgré les conseils téléphoniques, l'équilibre glycémique n'est pas obtenu. À ce moment-là, on essaie de les hospitaliser maintenant pour qu'ils aient l'équilibre glycémique optimal au moment où nos lits seront réquisitionnés. Voilà, donc il est important vraiment de nous appeler maintenant où on a encore cette disponibilité pour pouvoir vous répondre du mieux possible. Alors, donc un diabétique de type 2 âgé, Pierre me dit, pour le diabétique de type 2 âgé, le Covid-19 peut-il avoir des conséquences plus graves que la population normale non diabétique? Alors, j'ai déjà répondu à cette question, puisque un patient diabétique de plus de 70 ans est considéré comme une personne à risque de faire une forme plus sévère que la population générale. Alors, Margot me dit, chez une jeune diabétique de type 1, sans autre comorbidité, à partir de quelle hémoglobine glyquée peut-on dire qu'il est déséquilibré? Bon, je vous ai dit, l'idéal, c'est je dirais, de ne pas dépasser 7 ou 7,5% d'hémoglobine glyquée chez un patient diabétique de type 1. Maintenant, à 8%, voilà, entre 8 et 9%, on est un petit peu dans l'entre-deux. Je dirais que les risques sont vraiment patents lorsque l'hémoglobine glyquée dépasse 9%. Ah, voilà, ça c'est s'il n'y a pas de comorbidité associée. Si maintenant vous avez des comorbidités associées, je crois qu'il faut tout mettre en œuvre pour être absolument dans l'objectif glycémique, c'est-à-dire donc entre 6,5 et 7%. Alors, Lionel me dit qu'il est diabétique de type 2 avec une insuffisance rénale sévère et il me demande s'il peut se rendre à son rendez-vous d'IRM pour le contrôle de son pied de Charcot avec mal perforant plantaire.
Alors, c'est une bonne question, Lionel, parce qu'il y a un certain nombre effectivement de patients qui se demandent si ils doivent procéder à des examens dans la période actuelle. Alors, je dirais d'ailleurs, c'est ce qui est mis en place au centre hospitalier. Toutes les demandes d'imagerie qui ne concernent pas l'oncologie ou l'urgence absolue n'est pas pris en compte, donc est différé. Donc, concernant votre IRM pour le pied de Charcot, il n'y a pas d'urgence absolue. Donc, il y a lieu de différer votre rendez-vous. Donc, si on ne vous a pas appelé pour le différer, moi, je vous conseille vivement de ne pas vous rendre à ce rendez-vous, puisque là, vous prenez quand même des risques de croiser des personnes susceptibles de présenter ce coronavirus. Et vu les comorbidités associées à votre diabète, je vous déconseille formellement de vous rendre à cet examen dans l'immédiat. Alors, Mathilde me dit qu'elle est diabétique de type 1 mal équilibrée, qu'elle est également asthmatique et qu'elle a été en contact avec son comptable qui a la grippe. Elle me dit que l'employeur ne veut pas arrêter ses employés. Est-ce dangereux? Bon, alors il est évident que ce comptable qui travaille avec une grippe, c'est vraiment pas sérieux dans le contexte actuel. Alors, le fait d'avoir été en contact avec cette personne qui, si elle avait réellement la grippe, évidemment, ça ne vous expose pas au risque de Covid-19, mais au risque plutôt de contracter la grippe. Je vous l'ai dit, de toute façon, le mieux que vous ayez à faire, c'est à différer toutes les activités, même celles que vous jugez très importantes, en dehors d'un risque vital qui nécessiterait d'aller voir un médecin, ou en dehors des quelques courses que vous avez à faire. Restez chez vous, vraiment. Alors, Pierre me demande si l'exercice physique chez le patient diabétique de type 2 doit être interrompu. Alors, vous savez que le président a hier dit qu'on pouvait avoir une dérogation pour une activité physique individuelle à proximité de son lieu de domicile. Donc, pour les patients diabétiques, s'ils y vont seuls et dans un lieu qui est peu fréquenté éventuellement, mais il y a moyen quand même de continuer à faire de l'activité physique chez soi pour la plupart des patients. Donc, il suffit d'avoir soit un vélo d'appartement. Si vous avez un jardin, vous pouvez faire plusieurs fois le tour de votre jardin pour augmenter le nombre de pas que vous allez faire tous les jours. Vous pouvez faire du bricolage chez vous. Enfin, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être considérées comme de l'activité physique, qui peuvent être faites à domicile sans que vous ayez besoin de sortir. Voilà ce que je peux vous répondre. Alors, Frédéric me dit qu'il est diabétique et qu'il est à plus de 2 grammes en permanence depuis quelques jours, sans température. Donc, Frédéric, je vous conseille vivement, je vous l'ai dit, de vous rapprocher soit de votre diabétologue, soit d'avoir un avis spécialisé pour équilibrer votre diabète dans les jours qui viennent du mieux possible pour éviter d'être plus sensible au risque de contracter le Covid-19. Alors, Nicolas me demande si il faut reporter les hospitalisations programmées au centre hospitalier. Donc, c'est déjà ce qui est demandé au centre hospitalier. Nous avons procédé à une déprogrammation de toutes les hospitalisations non strictement indispensables, c'est-à-dire hospitalisation de jour et hospitalisation de semaine. Nous avons uniquement maintenu ce qu'on appelle les hospitalisations non programmées, c'est-à-dire les patients qui sont une décompensation aiguë de leur diabète, c'est-à-dire une acidocétose, ce qu'on appelle une décompensation hyperosmolaire, éventuellement un coma hypoglycémique. Donc, dans ce cas-là, il faut bien entendu qu'ils soient hospitalisés. En cas de la décompensation d'une complication de leur diabète, donc
par exemple une plaie de pied surinfectée avec donc un syndrome septique important, là ça nécessite effectivement une hospitalisation, et puis toutes les situations où l'hémoglobine glyquée est extrêmement haute, donc je dirais au-dessus de 10 ou 11%, chez des patients qui, malgré des conseils spécialisés, n'ont pas pu obtenir une amélioration de leur équilibre glycémique. Donc, chez tous ces patients-là, on leur propose une hospitalisation nous, on leur propose une hospitalisation dans le service. Voilà. Mais plus d'hospitalisation programmée pour l'instant. Alors, Céline me dit à quel moment on s'inquiète quand on est contaminé. Alors déjà, à part d'avoir fait un test, à part si on a fait un dépistage, et le dépistage, on verra que les consignes sont de plus en plus strictes pour ne pas en faire, bien entendu, chez tous les patients qui présentent des signes cliniques évocateurs. Donc, voilà, pour savoir si vous êtes contaminé, disons que ce qui va vous indiquer que vous avez peut-être la maladie, ce qu'on appelle un cas probable ou un cas possible, c'est si vous mettez à bord de la fièvre, avoir des signes respiratoires comme une toux, des éternuements répétés, un écoulement du nez, ou des signes évidemment respiratoires plus importants comme une difficulté à respirer, des douleurs dans la poitrine. Et pour les diabétiques, lorsque le diabète pour les diabétiques, lorsque le diabète tout d'un coup se déséquilibre, là c'est quand même un signal d'alarme. A fortiori, s'il y a en plus, en tout cas chez les diabétiques de type 1, des signes de décompensation comme de l'acétone. Donc dans tous ces cas-là, voilà, là on doit s'inquiéter quand on a ces symptômes-là. Alors, Estelle me demande comment les patients peuvent se protéger sans masque s'ils doivent passer des examens médicaux importants. Alors, je vous l'ai dit, les examens médicaux sont limités au maximum de manière à éviter justement que le patient ne vienne dans des services médicaux de manière inutile. Donc, on réserve évidemment aux urgences voilà, on ne garde que les consultations ou les hospitalisations d'urgence et les examens d'urgence. Dans ces cas-là, ce qu'on met à disposition, quand les patients viennent dans le centre hospitalier, dans les secrétariats, on met à disposition un masque pour qu'ils puissent être protégés lors de leur passage, lors du passage de leur examen. Voilà. Donc, dans le service d'endocrinologie, pour, par exemple, les patients qui présentent une plaie de pied et dont la consultation ne pouvait être différée, on avait pour consigne d'avoir des masques. Alors, ce n'est pas les masques qui sont dans les services de réanimation, qui sont ce qu'on appelle les masques FFP2, mais ce sont des masques chirurgicaux qui protègent bien, malgré tout, et donc qui sont à disposition dans les secrétariats. Alors, Iken me dit, est-ce que l'on peut assurer la continuité du matériel 3 semaines que le freestyle libre est difficile à avoir? Bon, je vous l'ai dit, l'important chez un diabétique, c'est d'avoir son stock au moins pour 15 jours, notamment de capteurs. De capteurs. Donc normalement, lorsqu'on fait des ordonnances, on marque 2 capteurs par mois. Donc théoriquement, ils ont quand même les capteurs nécessaires s'ils ont un petit peu anticipé. Voilà. Après, il faudrait voir la situation dans les pharmacies. Pour l'instant, on n'a pas eu trop d'appels selon lesquels les pharmacies seraient totalement en rupture concernant les capteurs freestyle libre. Alors Marie dit, j'ai fait demi-tour au magasin alimentaire parce qu'il y avait une file d'attente de 40 personnes. Peut-on avoir une carte d'invalidité diabétique type 1 ?
Non, la réponse est non. Je vous l'ai dit, de toute façon, les diabétiques de type 1 ne sont pas tous des personnes à risque. Ils ne sont à risque que s'ils sont déséquilibrés, qu'ils sont compliqués ou que la personne a plus de 70 ans. Voilà. Donc, il n'y a pas actuellement de possibilité de mettre en place ce genre de mesures pour les patients diabétiques. Alors, s'il vous plaît, vous avez passé. Non, pardon, je pensais qu'on avait passé. Excusez-moi, on est en train de voir les questions au fur et à mesure. Donc, Céline me dit que son beau-père diabétique de type 1 avec une hémoglobine glyquée à 10,8%, qui est suivi donc par le docteur Ide au centre hospitalier. Dit que donc il était hier chez son médecin et que le médecin pense qu'il a le Covid-19. Que doit-il faire? Alors, la réponse à cette question, c'est que si le patient est diabétique de type 1 avec quand même une hémoglobine glyquée à 10,8%, donc déséquilibrée, si le médecin pense qu'il a des signes évocateurs de Covid-19, il serait quand même intéressant soit d'appeler le service d'endocrinologie sur le numéro que je vous ai indiqué, donc 04 68 61 67 26, pour que nous ayons plus de détails sur son état clinique, ou à défaut éventuellement d'appeler quand même le 15. Pourquoi? Pour savoir s'il ne faut pas qu'il se dirige vers le service Covid en but. Le service Covid en but, c'est le service qui va permettre d'accueillir les patients qui sont suspects de Covid-19 et qui vont indiquer s'il est nécessaire de faire un dépistage. Voilà. Donc tout ça pour que votre beau-père, si c'est nécessaire, soit hospitalisé. Alors non pas en endocrinologie, parce que pour l'instant on ne prend pas les patients porteurs de Covid-19. Tous les patients porteurs de Covid-19 vont actuellement dans 3 services. La réanimation si c'est nécessaire, sinon le service de maladies infectieuses, le service de CTV et le service de pneumologie. Voilà, donc il faut absolument qu'on en sache un peu plus. Voilà, si vous m'aviez dit que votre beau-père avait un diabète de type 1 bien équilibré, je vous aurais dit le mieux c'est le confinement et si il a des signes de gravité, d'appeler le 15. Mais là, vous me dites que le diabète est à 10,8%. C'est ce qui m'incite à vous conseiller quand même de nous appeler pour en savoir davantage et éventuellement l'orienter vers le service Covid en but du centre hospitalier de Perpignan. Alors, Marie-Hélène me dit qu'au Québec, donc ben c'est bien, hein, je ne sais pas si elle est du Québec, mais enfin si on a des personnes qui nous suivent du Québec, c'est bien, comme ça on va un petit peu savoir ce qu'il en est là-bas. Donc au Québec, les cas augmentent progressivement. En tant que travailleuse en premier plan dans un hôpital, devrais-je rester au travail même si mon diabète de type 1 est bien contrôlé? Alors, vous savez que pour évidemment avoir la capacité humaine la plus importante possible pour que la réserve sanitaire ne soit pas débordée. Il y a un cas particulier qui est fait pour les professionnels de santé. Donc pour les professionnels de santé, même s'ils sont diabétiques de type 1, a fortiori si le diabète est bien équilibré, on va les maintenir en activité. Donc il n'y aura pas d'arrêt de travail pour ces personnes-là. Donc, ça veut dire que pour vous, si vous travaillez dans un hôpital, que vous avez un diabète de type 1 bien équilibré, il faut que vous continuiez à être disponible pour votre hôpital, en bien entendu prenant toutes les précautions et être peut-être renforcer même encore davantage les gestes, les mesures barrières, et donc bien équilibrer votre diabète.
Isabelle me dit qu'elle est diabétique de type 1, avec comme pathologie associée une thyroïdite de Hashimoto, une maladie d'Addison et du cholestérol. Elle dit qu'elle aura entendu dire que la cortisone augmenterait les risques de Covid-19. Que faire dans mon cas? Alors, c'est une question extrêmement importante que pose Isabelle, qui est à la fois diabétique de type 1 et insuffisante surrénalienne. Alors, quand on est insuffisant surrénalien, ça veut dire que les surrénales ne fonctionnent plus du tout et qu'on ne fabrique plus du tout de cortisone. Donc, dans ce cas-là, la prise d'hydrocortisone doit non seulement être maintenue, mais on doit même conseiller à ces personnes-là de doubler ou tripler leur posologie, parce que si vous attrapez le Covid-19, eh bien, il y a un risque de décompensation de votre insuffisance surrénale si vous n'avez pas augmenté votre traitement par hydrocortisone. Je tiens à préciser que ce qui est déconseillé, c'est la cortisone, ce qu'on appelle la cortisone de synthèse, c'est-à-dire le Cortensil, le Soluprède. L'hydrocortisone, c'est un traitement de substitution du cortisol que vos surrénales ne fabriquent plus. Donc, dans ces cas-là, il est non seulement important de garder le traitement, mais même, je vous dis, de majorer, de doubler, voire tripler la posologie de votre traitement pour justement éviter cette décompensation surrénalienne. Alors, je profite de la question pour dire que, par contre, chez les patients diabétiques, il faut évidemment éviter un certain nombre de médicaments, les anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène, qui, on l'a vu, a été associé à des formes plus sévères de Covid-19. La cortisone, puisqu'effectivement, la cortisone, mais cette fois-ci la cortisone de synthèse, donc le Cortensil, le Soluprède, que certains diabétiques prennent même, et il faut la déconseiller même en utilisation locale, donc pas trop d'application de dermocorticoïdes, pas trop d'inhalation de cortisone, pas trop d'infiltration. Bon, de toute façon, en ce moment, ce n'est pas la priorité, mais c'est important, voilà, de ne pas prendre de cortisone chez les patients diabétiques pour éviter donc d'avoir une infection plus sévère et de se rendre donc plus sensible au risque d'infection. Par contre, évidemment, tous les médicaments pour le diabète doivent être maintenus, voire même renforcés. Les antihypertenseurs comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les inhibiteurs de l'angiotensine 2 doivent également être poursuivis. Donc voilà, tous ces traitements des comorbidités associées au diabète doivent être poursuivis. Simplement, voilà, faites attention, pas de cortisone, pas d'anti-inflammatoire non stéroïdiens. Marion me demande si les enfants et adolescents diabétiques de type 1 sont à risque tout autant que les patients diabétiques de type 2. Alors, je vous l'ai dit, le Covid-19, on ne sait pas si le Covid-19 touche plus les types 1 ou les types 2. A priori, on n'a rien là-dessus, rien sur la littérature. Donc, on n'a rien pour dire que ça va moins toucher les types 1, moins toucher les types 1. Ce qu'il y a de sûr, par contre, c'est que les jeunes diabétiques de type 1, en tout cas s'il n'y a pas de comorbidité associée, ils sont à risque surtout d'être porteurs sains et donc de transmettre la maladie. Donc voilà, donc ces jeunes diabétiques de type 1, de toute façon au même titre que l'ensemble des enfants, peuvent être porteurs sains et donc ne doivent pas être en contact avec le reste de la population. Les diabétiques de type 2, on en a déjà suffisamment parlé, je vous ai dit dans quelle situation il fallait être particulièrement vigilant. Alors, Stéphanie dit que sa fille de 13 ans, diabétique de type 1, est sous pompe et qu'elle a de la fièvre depuis 3 jours, entre 38,5 et 39, qu'elle tousse. Son médecin prévoit du Sérétide. Je pense qu'il est préférable, dans le contexte actuel, de ne pas, je vous l'ai dit, utiliser de cortisone, en tout cas le moins possible, même sous forme inhalée, si ce n'est pas strictement indispensable. Donc, si votre fille tousse et qu'elle a de la fièvre, c'est important quand même de revoir avec votre médecin traitant s'il n'y a pas une nécessité d'avoir au moins un avis téléphonique spécialisé pour
préciser la conduite à tenir. Maintenant, si elle n'a pas de, voilà, si ça se cantonne à de la fièvre et de la toux, je vous l'ai dit, l'important c'est de bien équilibrer le diabète. Si maintenant il y avait d'autres signes qui apparaissaient, je vous ai dit, un avis spécialisé serait nécessaire à mon sens. En tout cas, ne pas se précipiter sur le Ceriti. Alors, Miro me dit qu'elle est diabétique de type 2 et sa question c'est... Excusez-moi, j'ai du mal en fait à comprendre votre question, Miro. Est-ce que malgré, même si on fait attention, est-ce qu'on peut éviter le virus ou est-ce qu'on est obligé de l'avoir? Ah d'accord. Alors ça c'est important de dire qu'on n'est pas du tout obligé de l'avoir et que l'important c'est de respecter au maximum les précautions d'hygiène standard, les gestes barrières et surtout les mesures de confinement pour éviter au maximum de pouvoir être en contact avec éventuellement une personne malade ou un porteur sain. Donc non, ce n'est pas une fatalité d'avoir ce Covid, d'avoir ce virus. Tout le monde n'est pas porteur du virus, bien heureusement. Et le but du confinement, c'est justement d'éviter que tout le monde le soit et que l'épidémie ne devienne vraiment ne devienne majeure. Alors, Isabelle me demande si avec une hémoglobine glyquée à 8,5, elle a plus de risque d'attraper le virus. On en a parlé déjà, je vous ai dit, entre 8 et 9%, on est un peu à la limite. Si vous avez, je dirais, un diabète sans complications, je dirais que ça n'augmente pas tant que ça le risque que vous développez le Covid-19. Si en revanche, vous avez un diabète associé à des comorbidités ou si vous avez plus de 70 ans, là par contre, il est important de ramener l'hémoglobine glyquée dans une valeur beaucoup plus basse. Voilà, sinon, il est difficile d'établir une valeur à partir de laquelle le risque serait important. Je ne peux pas répondre de manière, je ne peux pas répondre à cette question pour la bonne et simple raison qu'il n'y a rien là-dessus dans la littérature. Donc après, on raisonne sur le bon sens, mais il n'y a pas, on ne peut pas dire, voilà, à 8,5, enfin la courbe s'infléchit à partir de 8,5, donc à 8,5, vous avez un risque important et au-dessous, le risque est moindre. Voilà, ça dépend du terrain que vous avez. Et puis, voilà, sur l'hémoglobine glyquée, moi, je dirais comme ça, à la louche, en tout cas, nous, on commence à les prendre en hospitalisation au-dessus de 9-10% pour vraiment les équilibrer rapidement et qui retrouvent rapidement un équilibre glycémique meilleur. Au-dessous de 9%, voilà, entre 8 et 9%, c'est voilà, l'idéal, ce serait quand même de mieux contrôler son diabète pour essayer d'encore améliorer les choses, pour mettre le maximum pour diminuer au maximum les risques malgré tout, puisqu'il n'y a pas d'arguments scientifiques permettant véritablement de trancher. Alors, Elisabeth me dit qu'elle tousse depuis 10 jours et qu'on lui conseille de rester à la maison, mais on ne lui a pas fait le test. Elle demande si elle doit suivre son traitement. Alors j'imagine que le traitement dont vous parlez, Elisabeth, c'est le traitement de votre diabète. Bien entendu, vous devez suivre votre traitement, j'ai déjà dit, c'est très important de maintenir le traitement, voire même de le renforcer, même le traitement du diabète. N'hésitez pas, Elisabeth, à nous appeler si nécessaire et nous réfléchirons ensemble à comment arriver à équilibrer au mieux votre diabète pour limiter vos risques. C'est le nom dessous. Alors, Brigitte me dit que les circonstances inédites obligent les patients et les professionnels à évoluer vers le télésuivi. Donc, elle demande en fait, elle dit que pour assurer les patients sous pompe, les interventions en cas de panne, oui, alors ça c'est important. Donc, ce qu'elle dit, c'est que pour les patients qui sont équipés d'une pompe à insuline,
Les prestataires de services feront des consultations téléphoniques et assureront quand même, si vraiment c'est nécessaire, s'il y a une panne urgente, ils interviendront quand même en urgence en cas de panne. Donc ça, c'est effectivement important de le savoir parce qu'effectivement, des personnes sous pompe peuvent être totalement paniquées à l'idée qu'ils aient une obstruction de leur cathéter ou quelque chose qu'ils n'arrivent pas à gérer eux-mêmes sans possibilité d'action. Alors sachez quand même, hein, pour tous ces patients qui sont sous pompe, comme je vous l'ai dit, qu'il y a ce numéro hospitalier que vous pouvez également appeler nous, si nous jugeons nécessaire que vous soyez hospitalisé, nous n'hésiterons pas à vous faire entrer directement donc, dans le service pour régler un éventuel problème de panne de votre pompe. André-Marc Reynaud me demande si on a obligatoirement de la fièvre avec le Covid-19. Alors la réponse est non. À la différence, si vous voulez, de la grippe, quand vous avez la grippe, vous savez que vous avez la grippe. Excusez-moi d'enfoncer une porte ouverte, mais voilà, vous avez de la fièvre à 38, à plus de 39, vous avez des courbatures, vous n'êtes vraiment pas bien. Le Covid-19, c'est pas du tout pareil. Toutes les formes, de la forme totalement asymptomatique, vous n'avez donc aucun symptôme, donc pas de fièvre, à une forme pauci-symptomatique, vous pouvez avoir un fébricule, voire même pas du tout de fièvre, mais simplement une petite toux, un écoulement de nez, des éternuements, à une forme beaucoup plus sévère, allant d'une forme qui ressemble à la grippe jusqu'à des formes plus sévères, allant malheureusement jusqu'au syndrome de détresse respiratoire aiguë qui nécessite évidemment là une prise en charge urgente dans un service de réanimation. Donc, malheureusement, ce Covid-19, et c'est bien ça le problème, peut prendre tous les masques possibles et imaginables, si bien que vous n'êtes pas du tout en mesure de savoir si votre interlocuteur a ou pas, est porteur ou pas en tout cas de ce Covid. Et donc, dans ce cas-là, les meilleures choses à faire, je le répète et je continuerai à le répéter, c'est surtout dans notre département des Pyrénées-Orientales où les cas sont encore peu importants, de respecter ces gestes de barrière, de respecter surtout les mesures de confinement. Vicky me dit que son fils est diabétique de type 1, qu'il n'est pas du tout équilibré, qu'il a également de l'asthme sévère et donc qu'il est sous cortisone inhalée, et elle se demande de quoi faire. Alors, il est évident que, je vous ai dit, la corticothérapie par voie inhalée, il fallait ne pas l'utiliser sur des cas qui ne sont pas strictement indispensables. Maintenant, évidemment, s'il a un asthme sévère, ça, il faut. Je ne suis pas malheureusement, je ne suis pas en mesure malheureusement de répondre totalement à votre question parce que je ne suis pas pneumologue ni pédiatre. Mais ce qui serait important que vous fassiez, c'est de vous rapprocher du pneumologue ou du pédiatre qui le suit, en sachant que quand même les corticoïdes inhalés, ça reste des corticoïdes qui passent peu par voie générale, dont l'action est surtout locale. Voilà, malgré tout, si le diabète, alors l'important quand même, c'est de vous rapprocher aussi de votre diabétologue pour essayer de mieux équilibrer ce diabète. Voilà, donc pour votre fils, donc à la fois un rapprochement vers votre pneumologue ou vers votre pédiatre et vers le diabétologue qui le suit. Alors, Iken me dit que elle pensait qu'un diabétique ne pouvait pas être porteur sans avoir de symptômes, parce que comme son système immunitaire est fragilisé, ben, que les symptômes seraient forcément plus visibles. Donc, je vous l'ai dit, les diabétiques, ce n'est pas un groupe homogène. Quand on dit le diabète, ça veut rien dire, le diabète. Il y a déjà différents types de diabète et il y a différents terrains de patients qui sont porteurs de diabète. Donc, on n'est pas du tout dans une population homogène. Donc, un diabétique de type 1 qui n'a pas
je vous dis, de comorbidité et qui a un diabète bien équilibré, il peut très bien avoir un Covid sans aucun symptôme. Si par contre, si c'est plus un diabétique de type 2 multicompliqué, il est possible, je vous l'ai dit, que la forme soit plus sévère et que donc les symptômes soient plus bruyants. Ok. Alors, Mourad me demande si l'immunité est par défaut faible chez le diabétique de type 1 et chez le diabétique de type 2. La réponse est non. Le diabète, lorsqu'il est bien équilibré et lorsqu'il il est présent chez un patient qui n'a pas d'autres comorbidités, n'entraîne pas une diminution de l'immunité. Ce qui peut entraîner une diminution de l'immunité, ce sont deux choses. D'une part, si le diabète est déséquilibré, parce que l'hyperglycémie diminue l'immunité, donc ça c'est la première raison, et l'immunité est diminuée chez un diabétique multicompliqué ou présentant des comorbidités, ou chez un diabétique âgé, parce qu'à ce moment-là, il y a un phénomène d'immunosénescence, donc c'est-à-dire de diminution de l'immunité liée à l'âge. Alors, Eric me dit qu'il est diabétique de type 2, qu'il est agent de sécurité, qu'il contrôle les accès dans une boutique qui appartient à l'État. Suis-je en danger, me demande-t-il. Est-ce que je dois m'absenter? Alors, on s'est posé la question hier concernant toutes les personnes diabétiques qui sont soit agents de sécurité, soit qui sont plus largement dans la police ou dans l'armée. Et on s'est demandé à ce moment-là quoi dire à ces patients diabétiques, notamment les patients diabétiques fragiles. Donc j'ai appelé la médecine du travail du centre hospitalier de Perpignan, qui m'a répondu que dans ces cas-là, les employeurs étaient obligés, de par le caractère fragile du patient, soit de lui proposer un télétravail si c'était disponible, si c'était possible, soit de le maintenir dans des activités confinées à son bureau. Donc, il est évident qu'un agent de sécurité qui contrôle des accès dans une boutique, il est en contact avec de nombreux individus et donc, évidemment, c'est particulièrement risqué. Donc, il faut absolument que vous rapprochiez de votre employeur et de la médecine, parce qu'il y a de la médecine du travail de l'entreprise qui vous emploie, pour justement vous réaffecter, si ce n'est pas possible de vous mettre en arrêt, en tout cas de vous réaffecter dans un travail qui ne présente pas de risque de contact avec la population. Alors, Lulu me dit « Bonjour, je suis aide-soignante à l'hôpital, dois-je aller travailler ?» Alors, oui, parce que les aides-soignants, je vous ai dit, c'est des professionnels de santé. Donc, les professionnels de santé, nous sommes tous obligés. En tout cas, on se doit d'aller travailler. Donc, on fait partie de ce qu'on appelle la réserve sanitaire. Donc, il y a quand même la médecine du travail à l'hôpital. Donc, vous pouvez toujours aller voir le médecin du travail pour qu'il vous donne peut-être des orientations particulières. Ce qui est sûr, c'est que dans le centre hospitalier de Perpignan, pour les patients qui sont diabétiques ou qui sont considérés comme fragiles, ils ont interdiction d'aller dans les services où sont affectés les Covid-19. Donc, ces personnes ne doivent pas aller dans les services actuellement de réanimation, du SMIT, de CTG, de pneumologie. Voilà. Maintenant, par exemple, une aide-soignante qui travaillerait dans le service d'endocrinologie et qui serait diabétique pourrait continuer à travailler dès lors que, pour l'instant, nous n'avons pas de cas de Covid-19 dans le service. Donc, voilà ce qui est dit actuellement et ce qui est mis en place actuellement par la médecine du travail au centre hospitalier de Perpignan.
Alors, Iman me dit, pourriez-vous s'il vous plaît répéter à tous les patients de bien suivre les consignes que nous autres soignants essayons tant bien que mal de leur faire respecter, pour leur intérêt, mais aussi le nôtre. Merci. Voilà. Donc, je crois l'avoir suffisamment dit tout au long de cette e-live. Il est particulièrement important de respecter les gestes barrières. Donc, c'est quoi ces gestes barrières? C'est de se laver les mains au moins pendant 30 secondes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du gel hydroalcoolique, puisque le gel hydroalcoolique, je vous rappelle qu'il est efficace essentiellement sur les bactéries. Donc, contrairement à une idée reçue, vous ne vous protégez pas plus en utilisant un gel hydroalcoolique qu'en utilisant de l'eau et du savon. L'intérêt du gel hydroalcoolique, c'est que dans un endroit où vous ne pouvez pas vous laver les mains avec de l'eau et du savon, là, vous avez la possibilité d'appliquer ce gel hydroalcoolique si vous l'avez en votre possession, notamment quand vous touchez des loquets de porte ou autres. Voilà, donc bien respecter la distance de sécurité de 1 mètre. Bien évidemment, si vous éternuez ou que vous mouchez, le faire dans un mouchoir à usage unique et dans le pli de votre coude, donc pour éviter les projections. Donc ça, c'est vraiment important. Éviter évidemment tous les contacts inutiles. Donc voilà, vous confinez au maximum chez vous. Je crois que ça, c'est particulièrement important que le patient diabétique respecte ces précautions. Je sais que le confinement doit être particulièrement difficile pour certains, notamment ceux qui sont hyperactifs, mais il faut vraiment faire preuve de bon sens et de civisme. Donc vous le faites non seulement pour vous, mais pour les autres et pour tous les autres patients diabétiques. Alors, j'ai un Nicolas qui est aussi un patient à moi et qui me demande s'il peut me transmettre les rapports de pompe par mail. La réponse est bien entendu oui, Nicolas. Vous pouvez me transmettre vos rapports de pompe par mail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, nous n'avons pas au centre hospitalier mis en place la téléconsultation, mais nous faisons des consultations téléphoniques. Et vous pouvez également, on est en train de travailler sur une messagerie cryptée qui permettrait donc aux patients d'envoyer sans aucun risque leurs données donc, au médecin qui les suit. Alors, John me demande s'il existe des examens biologiques des examens biologiques qui déterminent l'état de notre système immunitaire. La NFS est-elle un indicateur ou ça n'a rien à voir? Alors déjà, je vais vous dire, John, vous savez que les examens biologiques, on va pouvoir en faire de moins en moins, sauf dans les situations donc, absolument indispensables. Et bien entendu, il n'existe absolument aucun examen biologique formel permettant de déterminer si vous êtes à risque de faire la maladie ou pas. Alors bien entendu, si vous avez une maladie qui diminue vos défenses immunitaires, si vous êtes sous chimiothérapie, vous avez effectivement, vous pouvez avoir des stigmates biologiques, donc des signes sur votre biologie qui peuvent indiquer ça. Mais il n'y a à l'heure actuelle aucun examen particulier à faire. La meilleure façon de faire, c'est, je vous l'ai dit, de respecter les mesures d'hygiène, de respecter le confinement et de bien équilibrer votre diabète. Ça, c'est les 3 éléments phares à faire et avoir à disposition tous les numéros indispensables et vraiment être en alerte sur d'éventuels signes de gravité si vous avez des signes évocateurs de Covid-19. Alors, Geneviève me demande ce qu'on conseillerait au Québec de mettre en place pour faciliter les soins aux diabétiques atteints de Covid-19. Alors, je vous l'ai dit, si le patient diabétique est atteint de Covid-19 et qu'il ne présente pas de signes de gravité, la meilleure chose qu'il ait à faire, la meilleure protection, c'est de rester chez soi. Voilà.
Donc, il faut qu'il reste chez lui et qu'il évite tous les contacts. Et puis qu'il équilibre son diabète, on l'a dit, en s'aidant des consultations téléphoniques, des téléconsultations que nous espérons mettre en place au plus vite, et puis éventuellement aussi des mails sur les messageries sécurisées que vous pourrez nous envoyer et sur lesquels on pourra vous répondre. Alors, Amar me dit qu'elle est diabétique de type 2 avec un traitement lourd de chimiothérapie, actuellement en période de rémission. Quelles sont les mesures préventives à prendre dans les lieux de travail face à Covid-19 en sachant que j'occupe le poste de département? Alors, le poste de département, alors ça, il faudrait que vous me précisiez un peu plus votre question, parce que pour tout vous dire, je ne sais pas exactement comment fonctionne la poste dans les détails. Donc là, je ne comprends pas en fait votre question, pour tout vous dire. Donc essayez de mieux me la préciser, parce que je n'ai pas compris en fait. Ensuite, on va passer à la question d'après. Maëva me dit si elle a vu avec son employeur pour être en arrêt, car sa fille est diabétique de type 1, mais n'est pas scolarisée. Alors je reste dans le doute si j'ai le droit réellement à l'arrêt. Je vous rappelle que pour les parents d'enfants, même non scolarisés, mais alors je ne sais pas quel âge après votre fille. Donc ça, là, pareil, il faudrait me le préciser, mais si elle est en âge d'être scolarisée, ça peut justifier que l'arrêt de travail. Donc là, c'est pareil, ça manque de précision, je ne peux pas répondre avec précision à votre question. Alors Elisabeth me demande, alors elle me dit que, donc Elisabeth c'est la personne qui avait une toux, il me semble une toux avec de la fièvre me semble-t-il, et qui est diabétique, et elle demande où trouver elle dit que le SAMU lui aurait conseillé de porter un masque, mais elle se demande où elle peut en trouver en dehors des pharmacies. Alors donc, a priori, dans certains départements, les pharmacies ont été réapprovisionnées, en tout cas pour les médecins généralistes, enfin, pour les médecins, les pharmaciens, etc. Les médecins, toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin pour eux et pour leur patientèle. Donc, a priori, demain, dans les autres départements, on devrait pouvoir en trouver. Donc, a priori, demain, dans les pharmacies, votre médecin traitant pourra s'approvisionner en masques et vous en fournir un. Donc, voilà, nous, en l'état actuel des choses, ce que je peux vous dire. Majid me demande quel est le danger du coronavirus pour la santé de personnes jeunes. Donc, il faut savoir que le coronavirus, on l'a vu, touche quand même, en tout cas les formes graves touchent quand même plus souvent les personnes fragiles ou de plus de 70 ans. Pour ce qui est, il n'y a pas eu de décès d'enfants de moins de 10 ans pour l'instant, et les formes graves chez les moins de 20 ans sont extrêmement rares. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, après, on ne peut pas aller au-delà pour l'instant. Alors, Abdel me demande quels sont les risques de mourir du Covid-19 en tant que diabétique de type 1 à l'âge de 19 ans. Donc, si vous avez un diabète de type 1, que vous êtes jeune et que vous n'avez pas de comorbidité, vous n'avez pas plus de risque de mourir que la population générale. Voilà, donc il faudrait savoir si votre diabète est bien équilibré, si vous avez ou non des complications, mais si votre diabète est bien équilibré, que vous n'avez pas de complications, votre risque de mourir n'est pas plus important que celui de la population générale.
Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Voilà, donc je vais mettre un terme à cette e-live. Il est possible, si des évolutions notables concernant le Covid-19 et notamment concernant le patient diabétique, s'il y avait des évolutions notables ou des éléments nouveaux, il est possible que nous refassions une e-live exceptionnelle. Bien entendu, vous serez informés sur notre site et sur la page Facebook Diabète 66. Nous espérons que la situation va s'améliorer et se normaliser le plus rapidement possible. Donc nous vous tiendrons également informés de la reprise, de la date de reprise de nos e-live hebdomadaires du vendredi 10h. Bonne journée à vous dans votre appartement ou dans votre résidence en tout cas. Au revoir.